Bonjour, bienvenue à tous. Nous voilà au campus à Tivoli. Vous êtes derrière vos écrans. Merci de nous rejoindre pour cette webconférence Open Campus. Open Campus, vous vous souvenez, des webconférences où notre intention à campus est d'ouvrir un petit peu la fenêtre sur ces sujets de transformation qui intéressent aujourd'hui les grandes entreprises et particulièrement Covea. Nous vous proposons une webconférence interactive. Vous allez, pendant tout le temps de la conférence, pouvoir interagir avec le chat. N'hésitez pas, c'est le moment. Pour notre webconférence numéro 2, intitulée « Je n'ai plus de bureau, mais je vais bien », nous allons explorer le sujet des changements dans nos façons de travailler, nos façons de collaborer et comment les espaces, les environnements de travail nous permettent de servir ces changements dans nos modes de collaboration. Alors pour traiter ce sujet, j'ai la joie d'avoir deux invités. Catherine Gall d'une part, qui est directrice de la cellule de recherche et développement de Steelcase, leader en mobilier de bureau, et Dominique Lauzet, qui est cofondateur et président du think tank consacré au travail réinventé qui s'appelle New Ways of Working. Et Dominique va nous parler aussi particulièrement de l'expérience qu'il a du projet de transformation de BNP Paribas. Je vais les rejoindre pour démarrer. Bonjour Catherine. Bonjour. Catherine, vous avez une formation en sociologie et en design et depuis de nombreuses années, vous explorez finalement nos modes de travail et les espaces qui vont avec et les transformations de ces modes de travail. Vous avez notamment une expérience aussi de différentes cultures, puisque vous travaillez en Asie, en Amérique, en Europe. Donc vous nous partagerez toute votre science du travail et des espaces et surtout les évolutions qui sont aujourd'hui les nôtres. Dominique, vous avez conduit en fait de 2012 à 2017 le projet de refonte des environnements de travail de BNP, notamment des sites centraux. Vous allez nous faire partager ce retour d'expérience. Donc merci à tous les deux de m'accompagner. Alors, un petit point, une précision, vous avez cette webconférence est interactive. Vous avez d'ailleurs commencé à poser pas mal de questions sur le sujet qui vous intéresse. Pas mal de questions sur les projets Covea. Aujourd'hui, ce n'est pas notre mission que de parler du projet Covea. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la porte plutôt à l'extérieur. En revanche, vous savez qu'il y a un projet qui existe chez Covea sur les nouveaux environnements de travail. Ce projet est conduit, animé par Pascal Leclerc de la Direction des coopérations humaines et réunit bien sûr Covea Immobilier ainsi que la DTSI. De nombreux collaborateurs sont associés à ces projets. Mais c'est ce sujet, on va aujourd'hui faire un pas de côté par rapport à ce sujet. On va ouvrir la fenêtre à l'extérieur, on va regarder ce qui se passe ailleurs. Alors, pour démarrer, Catherine, on parle de changement, de transformation de nos façons de travailler, mais finalement, pourquoi, qu'est-ce qui est à l'origine de ces transformations ? Eh bien, effectivement, c'est une bonne question et il faut revenir vraiment à ce qui est le moteur de l'entreprise, qui est sa stratégie et qui est son besoin d'être compétitif sur son marché. Et aujourd'hui, il est clair qu'on va regarder les thématiques qui sont très proches du mobilier de bureau, de l'espace, de nos environnements, mais que ce qui est intéressant, c'est de raccrocher ces questions-là à l'alignement entre toutes les mutations du travail que nous vivons aujourd'hui dans nos vies, de citoyens, d'hommes, de femmes, mais aussi de salariés. On ne travaille plus en 2018 comme on travaillait, même il y a 5 ou 10 ans, et ça s'accélère. Et c'est aussi pour ça qu'il y a besoin d'aligner ce qu'on définit, ce qu'on codifie dans son entreprise comme façon de travailler, et ensuite la déclinaison sur l'environnement, le mobilier, l'immobilier. Aujourd'hui, c'est une nouveauté pour personne de savoir que nos outils qui sont dans nos poches ont complètement révolutionné la façon dont on travaillait. Quand j'ai démarré à travailler il y a une vingtaine d'années, tout mon travail était dans ma sacoche, dans mon sac à dos. Et je fermais mon bureau le soir, je rentrais chez moi, le matin je revenais, j'avais tous ces outils, tous ces objets, ces contenus qui étaient à des endroits spécifiques. Aujourd'hui, ces contenus sont dans le cloud, ils sont dématérialisés, ce qui fait que le sens d'aller à un endroit pour accéder à de la matière, à moins que ce soit des ressources très spécifiques, a complètement changé de sens.
Donc aujourd'hui, les innovations et la mutation des outils sont un levier extrêmement fort par rapport à tout ça. Mais la finalité, c'est vraiment de se dire comment je spatialise, comment j'orchestre, je coordonne ces transformations digitales, numériques, et on va en reparler spécifiquement avec votre projet, dans le contexte de mon travail. Ce n'est pas la même chose pour tous les métiers. Il y a encore des gens qui sont plus ou moins postés, mais la plupart d'entre nous, on a aujourd'hui accès dans sa main à tous ces outils, tous ces contenus. L'autre sujet, c'est l'évolution des processus de travail. Une entreprise ne travaille plus non plus aujourd'hui comme elle travaillait il y a 5 ou 10 ans. Elle vend partout. Elle est ouverte en permanence finalement avec ses sites internet, avec la représentation qu'elle peut avoir dans différents pays. Donc aujourd'hui, dans nos journées de travail au quotidien, on n'a plus du tout le même cycle de travail, les mêmes enchaînements d'activités. Et on est passé d'un travail linéaire, assez individuel et relativement routinier, à des activités beaucoup plus créatives, collectives et aussi complexes. L'entreprise aujourd'hui doit soulever et gérer des problèmes complexes. Donc à nouveau, la façon dont les espaces vont être organisés, la façon dont on va créer cette structure spatiale va être un levier possible d'accélération et d'adaptation constante. Effectivement, on voit bien en fait comment notre vie a changé, mais notre vie au travail aussi a changé. Absolument. Alors, on parle de nouveaux modes de collaboration. Vous avez étudié justement ces différents modes de collaboration. Est-ce que vous pourriez nous les détailler, nous les expliquer, s'il vous plaît ? Absolument. Donc effectivement, on va faire un zoom, on va en faire deux, celui-ci, et puis regarder l'évolution par rapport à l'activité des personnels dirigeants. La collaboration, c'est un mot et c'est quelque chose d'avéré, d'absolu, dont tout le monde parle, mais on s'est effectivement dans notre équipe penché sur les modalités et les typologies de collaboration. Aujourd'hui, cette activité ce matin rentre dans ce qu'on va appeler la collaboration informative, les modes collaboratifs qui consistent à faire descendre de l'information, partager de l'information. C'est l'essence même de la réunion, donc tout le monde connaît. On a tous dans nos agendas, encore une fois, il y a 10-15 ans, on avait peu de réunions, elles étaient souvent de grande taille, assez formelles, avec le chef de service qui partageait les informations de la semaine ou du mois, et c'était le seul mode finalement d'échange collectif. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus et par exemple, ces modes à distance en webinar sont vraiment une évolution grâce à la technologie de pouvoir toucher le plus grand nombre et ça se passe vraiment aussi dans le milieu éducatif par exemple avec les MOOC. Un enseignant, quand on a la chance d'avoir accès à un enseignant de Stanford ou de la London School of Business par exemple et qu'il est qu'à un seul endroit, il peut distribuer son savoir à travers ces modes-là. Le deuxième mode collaboratif, c'est celui qu'on va beaucoup plus regarder sous l'angle de la créativité. J'en ai parlé, pour être plus compétitif, pour accélérer les systèmes d'organisation du travail, on a besoin que les gens aient de nouvelles idées. On a besoin qu'ils fassent de l'innovation. Tout le monde, tous les gens qu'on peut interroger, avec lesquels je peux mener les recherches qu'on mène, nous disent qu'il faut accélérer la circulation des idées, la genèse des idées et ensuite l'implémentation. C'est incarné aujourd'hui par le monde de la start-up. Aujourd'hui, tout le monde a envie d'être une grande start-up, fonctionner avec ces modèles agiles. Et pour ça, il faut comprendre comment on crée. Donc, on s'est penché là-dessus et un espace créatif, une activité créative a besoin probablement d'inspirer les gens. Donc, le dispositif spatial peut être plus coloré, comme on l'a aujourd'hui autour de nous. On peut avoir aussi besoin d'échanger des idées, d'avoir accès à du contenu. Donc, deuxième typologie, tout ce qui est les modèles créatifs. Et il y en a un troisième qui a aussi été un petit peu drainé par l'émergence des startups, c'est tout ce qui est l'évaluation et la prise de décision. Donc on informe, on crée et ensuite on doit prendre des décisions. Donc le mode évaluatif qui là aussi a besoin de se pencher sur comment on va mettre en posture les dirigeants pour prendre ces décisions. Peut-être comparer des scénarios sur 2 écrans, comparer des modèles sur des tables hautes ou tout simplement pouvoir avoir autour de la table un comité de direction élargi, étendu avec d'autres gens qui sont ailleurs. D'accord. Donc on voit des modes de collaboration qui sont clairement identifiés finalement et on commence à voir comment nos activités sont segmentées. Une des questions qui revenait, qui était posée par les collaborateurs Covea, c'était mais finalement avec ces transformations, le management, qu'est-ce qu'il devient ? Le management, aujourd'hui, être un manager, où on va plutôt parler de leader, c'est vraiment fascinant. Enfin, moi, ça me passionne. C'est d'ailleurs ma première étude, quand j'ai démarré dans le monde du travail, c'était d'étudier les styles de direction et de leadership et pouvoir comprendre dans quel espace ils allaient s'incarner. Mais ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. On a suivi, sur une étude très spécifique, on a suivi des grands dirigeants et on leur a demandé de nous raconter une semaine de travail, un mois de travail, comment ils appréhendent ces problèmes complexes qu'ils doivent résoudre. C'est un vrai athlète de haut niveau, le leader aujourd'hui. Il doit tout connaître de son métier,
il doit parler plusieurs langues parce qu'il doit travailler avec des gens qui sont plus uniquement dans son marché, il doit trouver les talents là où ils sont, et ces talents sont de plus en plus experts, donc il doit accepter d'en savoir un peu moins. Peut-être aussi de montrer une part de vulnérabilité, parce qu'aujourd'hui, même si on est un athlète de haut niveau, où on doit l'être, on ne peut plus être parfait tout le temps, partout. Mais surtout, ce qu'il doit faire, c'est créer cette culture de la confiance. Parce qu'à travers la collaboration que j'ai décrite précédemment, on voit que l'organisation se transforme en silos verticaux de métiers avec des projets transversaux. Tout le monde aujourd'hui travaille sur des projets transversaux. C'est plus motivant, on sait qu'il y a une finalité, on aime travailler en équipe, même si c'est plus complexe. Et donc, le dirigeant, le leader doit savoir vraiment animer tout ça. Il doit faire preuve d'empathie parce qu'il doit connaître ses clients, ses collaborateurs, travailler avec ses collègues aussi. Donc, c'est assez compliqué. Et la dernière thématique qu'il doit vraiment maîtriser, c'est aussi de savoir naviguer dans l'incertitude et l'inconnu. Il n'y a plus de business plan aujourd'hui à plus d'1 an ou 2 ans, parfois c'est beaucoup plus court. C'est les résultats au quarter, au semestre. Donc comment on gère cette temporalité, mais comment on crée quand même un socle de confiance et d'engagement, parce que l'entreprise a besoin, comme elle a toujours eu, d'un engagement de ses salariés et de gens qui soient vraiment au cœur de la résolution des problèmes. Bien sûr. Et alors, dans ce que j'entends, c'est intéressant, c'est aussi le manager qui s'appuie sur son équipe, en fait, hein, qui bénéficie, en fait, c'est le collectif, l'équipe qui est au service de tous ces objectifs. Donc là, on voit bien, on a des modes de collaboration différents. On a le rôle du manager qui est fortement en train d'évoluer pour embarquer dans ces nouveaux modes de collaboration. Mais en même temps, ce qu'on se dit, c'est que quand vous avez observé notre vie au travail, en fait, qu'on soit, quel que soit notre rôle dans l'entreprise, avec ces différents moments, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce que vous avez observé dans notre vie au cours de la journée au travail ? Oui, ça va être très rapide, mais on a travaillé avec des neuroscientifiques pour comprendre, c'est très à la mode, il y a beaucoup de livres qui sont sortis dernièrement. Nous, ça fait plus de 15 ans qu'on réfléchit à cette thématique aussi, parce que un espace n'est jamais neutre. Notre corps et notre cerveau et nos émotions sont toujours en réaction par rapport à la pièce dans laquelle on est, que ce soit sa voiture, un bâtiment classé comme c'est le cas aujourd'hui, un bâtiment moderne. Donc on n'est jamais dans le vide. Tout ce qu'on fait, ça s'ancre toujours dans un espace, dans un contexte spatial. C'est d'ailleurs comme ça que notre cerveau fonctionne. Il a besoin de cette incarnation dans l'espace. Donc aujourd'hui, par rapport à ce que je disais précédemment, nos journées de travail ne sont plus des journées relativement routinières et prévisibles, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, on fait sa to-do list et on a 1000 choses qui arrivent en cours de journée qu'on doit intégrer, qu'on doit anticiper. Notre cerveau ne peut pas performer au même niveau de performance tout le temps de la même manière. Comme un athlète de haut niveau, il y a des moments dans la journée où il va falloir se mobiliser, ses ressources cognitives, mais aussi ses ressources émotionnelles, ses ressources physiques. Et donc, comme pour nous tous les 3 ce matin, cette session va demander un effort global de manière à ce que la session soit intéressante. Et bien, avant ou après, on a forcément un peu de déconcentration, de décélération, et ces moments-là, il faut pouvoir les trouver dans la journée. Donc on passe d'un modèle où, avant, on allait à son bureau et on faisait tout à son bureau. Et ailleurs, il n'y avait qu'un endroit pour le faire, et comme je le disais, il y avait éventuellement une salle de réunion, très grande d'ailleurs, pour laquelle, quand on n'était que 2 ou 3, on était complètement au mauvais endroit. Aujourd'hui, c'est des multitudes, c'est en fait une sinusoïde. Si on mettait des capteurs sur les gens qui travaillent, on verrait qu'il y a des moments d'intensité maximum où là, il faut être engagé, que tous les neurones soient connectés, qu'en plus, on anticipe ce qui va se passer, qu'on soit convaincant dans ce qu'on dit. Et après, forcément, on a besoin de se relâcher, on a besoin d'être dans un sas de décompression. Donc, il faut trouver le temps et l'espace pour le faire. Et malheureusement, avec les outils, c'est déjà difficile de fermer une porte, mais fermer son téléphone, ne pas regarder ses emails. Tous les fabricants font en sorte qu'on soit addict aux messages qui arrivent, qu'on revienne sans arrêt. Donc, c'est à nous de dire, maintenant, si mon objectif de la journée, c'est cette heure-là ou c'est ces 2 heures-là, il faut que j'organise mon temps et que je sois l'orchestrateur de ma journée pour que j'y arrive. Donc, l'espace, les besoins fonctionnels, physiologiques, émotionnels sont complètement liés à la productivité qu'on va pouvoir générer et à l'engagement qu'on va mettre dans son travail. Du coup, les entreprises vont proposer différents espaces pour ces différents besoins et ces différents usages, finalement. Mais c'est un vrai plus, parce qu'à nouveau, je le disais, Absolument. Avant, on avait son bureau qui soit ouvert, fermé, grand ou petit, et on faisait tout à cet endroit-là. Et quand on faisait nos études de programmation il y a une vingtaine d'années, on disait, bon, alors, Dominique, vous passez combien d'heures au téléphone? Vous passez combien d'heures sur votre ordinateur? Vous avez combien de besoin de ranger vos affaires? Aujourd'hui, c'est plus ça qu'on demande. On demande, dans votre travail,
travail, c'est quoi l'objectif, l'indicateur de performance. Vous devez faire quoi finalement, avec qui, comment, et on va créer l'écosystème. On appelle ça en fait un écosystème d'endroits. Et ça part d'un endroit probablement qui est son ancrage dans l'entreprise. Mais après, on va aller dans des salles de réunion, de créativité, peut-être faire un enregistrement comme celui-ci. Après, on va avoir besoin d'être dans une bulle parce qu'on a besoin de décompresser, aussi de produire. L'intensité intellectuelle de produire de la valeur ajoutée, elle se passe souvent seule. Même si beaucoup de métiers créatifs se nourrissent au contraire d'être avec les autres. Donc c'est un plus d'avoir accès à d'autres lieux. Mais forcément, on ne peut pas pousser les murs et dans les villes, c'est compliqué. Donc il faut revoir la distribution des mètres carrés. Et aujourd'hui, tout ce qu'on dit, tout ce que je viens d'expliquer, se traduit de manière assez simple par le fait d'avoir moins de mètres carrés individuels et plus de mètres carrés collectifs. Et c'est une vraie chance d'avoir ces autres lieux dans lesquels on va pouvoir travailler debout, assis, allongé, avec de la lumière rouge, bleue, verte, avec des matériaux qui vont aussi participer à notre engagement cognitif. Merci pour tous ces apports. Vous nous avez fait un peu rêver en fait avec ces lumières, ces espaces. Alors maintenant, on va se pencher sur le cas de BNP. Dominique, avec vous. Alors peut-être avant de parler de BNP, dites-nous rapidement vos sujets d'études au niveau du think tank New Ways of Working. Oui, effectivement, il y a un peu plus de 2 ans, avec un certain nombre d'autres professionnels avec qui j'étais en contact sur des sujets d'évolution du travail, d'évolution des environnements, on a décidé de réfléchir ensemble sur ce qui se passait et que vient d'évoquer Catherine. Parce que beaucoup d'entreprises attaquent ou adressent ce type de sujet, soit en le prenant par le biais immobilier, soit par le biais de la rationalisation des emprises immobilières des mètres carrés, soit par le biais révolution technologique, digital working, etc., soit par des sujets managériaux. Et qu'évidemment, il y a une convergence de tout cela, mais en fonction du point de départ, la réponse n'est pas tout à fait homogène. Donc on s'est dit que c'était bien, en s'étant rencontrés, de mettre ensemble toutes ces réflexions sans langue de bois, avec une grande liberté de ton. Et on a réuni donc des gens de grandes entreprises, de Engie, Bouygues Télécom, Renault, BNP Paribas, d'autres, etc. Avec 3 marqueurs qui sont être positif, parce que non, c'était pas mieux avant. Voilà. Être humaniste, parce que ce sera mieux qu'avant quand même si on laisse l'homme au cœur et pas les process, quand je dis l'homme, la femme aussi, et pas les process au cœur. Et puis, pour que ça marche, il faut être inventif. Donc, humanisme, positivité, inventivité. Et puis, on s'est donné quelques thèmes de travail pour les 2 ans, qui sont l'intergénérationnel, le flex office et l'impact de l'intelligence artificielle, avec des conférences et de la littérature sur ces sujets-là. Et puis tout ça a été conduit par le fait, effectivement, que pendant 5 ans, j'ai travaillé chez BNP Paribas sur les évolutions des environnements de travail et plus spécifiquement la mise en place simultanée de flex-office et de télétravail. D'accord. Alors du coup, qu'est-ce qui a motivé chez BNP justement cette démarche de mise en place de ce changement en fait? Alors il y a 2 phénomènes concomitants. Il y a on m'a dit que je n'ai pas le droit de parler anglais, mais je veux dire, il y a du top-down et du bottom-up. C'est-à-dire, il y a des choses qui viennent d'en haut. Tout et des à choses... fait le droit, quand vous les expliquez, tout est OK. Et des choses qui viennent d'en bas. Et je pense que c'est important d'avoir la conjonction de ces deux phénomènes en tête. Top-down, c'est ce qui vient de la direction de l'entreprise. Je crois que dans l'univers bancaire, il y a la prise de conscience que il y a une évolution considérable de l'environnement concurrentiel et de l'environnement de marché dans lequel on est. Et ça, c'est valable pour des tas de secteurs d'activité. J'intervenais chez Air France il n'y a pas très longtemps. Air France, son principal concurrent, bien sûr, c'est d'autres compagnies aériennes. Enfin, c'est aussi le chemin de fer, c'est aussi le bus. Et est-ce que le métier d'Air France, c'est de transporter des gens en avion ou est-ce que c'est de permettre la mobilité géographique aux gens? Ça donne des réponses très différentes. Dans le monde bancaire, si on est BNP Paribas et qu'on pense que depuis 150 ans, son concurrent, c'est la Société Générale, et qu'on ne comprend pas que son concurrent, c'est Google et Facebook, on est à côté de la plaque. Parce que ceux qui aujourd'hui ont le big data sur la consommation, les modes d'achat, sur les modes de comportement, sur les usages des consommateurs, ce sont ceux qui ont le big data, et c'est ceux dont on parlait tout à l'heure. Donc il faut être à la hauteur de la rapidité de ces gens-là. Parce que ces gens-là, ils font le marché, ils créent des attentes, ils créent des usages et des comportements chez les consommateurs. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans une banque pour accélérer la rapidité?
faut faire plusieurs choses. La première, c'est de renforcer les capacités de décision au bon niveau. C'est-à-dire qu'on ne peut plus être dans une situation où on a des silos les uns à côté des autres, puis quand on prend une décision, elle est forcément prise en haut, et le N+4 va en parler à son N-1, qui va en parler au N-2, qui va en parler au N-3, qui va en parler au N-4. Là, on est dans le marketing. Il va aller voir la direction juridique, parler au N-4, qui va remonter -3, -2, -1, puis ça va redescendre, ça va remonter, etc. Dans 2 ans, on y est encore. Bon, voilà. Aujourd'hui, ça ne peut plus se passer comme ça si on veut être à la vitesse attendue par le marché, par les consommateurs et par les collaborateurs qui ne veulent plus fonctionner comme ça parce qu'ils sont collaborateurs. Donc il faut diminuer les niveaux hiérarchiques, faut donner ça c'est le vertical, il faut donner la capacité de la transversalité, ça c'est l'horizontal, et donc il faut faire travailler ensemble des gens qui ne sont pas répertoriés dans des organigrammes que l'on trouve sur les intranets. Et donc on crée une logique du cloud, de flou, dans les organisations, temporelles, voilà, qui a un début, une fin, qui fait que des gens qui ne sont pas dans le même département créent une équipe pour un moment donné, plus ou moins long, pour faire aboutir un projet. Puis après, le projet, une fois réalisé, on passe à autre chose, on génère un nouveau projet. Et ça, pour que ça marche, et il faut que ça marche, il faut enfin arriver à leur donner les moyens matériels, logistiques, informatiques, ergonomiques, pour qu'ils soient dans les meilleures conditions que ça marche. Vous ne pouvez pas dire à une équipe projet qui ne sont plus dans leur organigramme vertical, mais qui se réalisent à un endroit, s'ils n'ont pas les moyens de se connecter ensemble. Donc il faut leur donner les équipements digitaux, téléphoniques, informatiques, etc. Et puis il faut leur donner les environnements géographiques pour ça. Ça, c'est le top-down, c'est ce qui vient d'en haut. Puis en même temps, on recrute des gens. Et on recrute des gens qui sont des collaborateurs et qui vivent, figurez-vous. Et qu'ils se trouvent dans une situation qui est l'inverse de ce qu'on connaissait il y a 25 ans. Quand on arrivait au travail il y a 25 ans, on voyait des outils merveilleux qui étaient très gros et qui coûtaient très cher. Et on n'avait pas les moyens de s'acheter un ordinateur à 50 000 francs à l'époque. Je ne mettrais jamais ça là-dedans, ça coûte presque le prix d'une voiture. Puis maintenant, vous voyez des gens de 23 ans qui arrivent au travail, ils disent « mais qu'est-ce que c'est que ces ringards? C'est mieux chez moi. Mon Skype, il marche mieux que le same time au travail, etc., etc. » Donc il y a une attente forte. Puis les gens n'ont plus de téléphone fixe chez eux. Donc il y a une attente forte que l'équipement fourni par l'entreprise aux collaborateurs, elle soit au minimum au même niveau que ce que j'ai à la maison comme consommateur. Donc il y a la convergence de ces deux mouvements. Il y a une attente de rapidité et une attente de mobilité de la part des collaborateurs qui font que c'est même pas une question de décider de le faire, c'est qu'on ne peut pas faire autrement que d'être dans la vraie vie. Et la vraie vie, c'est celle-ci. Voilà, alors c'est comme ça qu'on a mené chez BNP Paribas l'ensemble de ces projets qui ont consisté à faire évoluer de manière très significative, en tout cas, les environnements de siège des différentes entités du groupe. D'accord. Du coup, est-ce que vous pouvez, on voit bien en fait cette transformation qu'elle est portée par tout un ensemble. Des questions étaient posées là-dessus, de dire finalement si je dois transformer demain ma façon de travailler, j'ai besoin d'un équipement particulier. En effet, c'est l'espace, l'équipement et même la façon de faire qui va changer. Alors, est-ce que vous pouvez nous illustrer ce qui a été mis en place chez BNP, quelques exemples qui vont, j'imagine, nous marquer en fait. Alors, chez BNP Paribas, la volonté, ça a été vraiment de mettre en place les conséquences de ce que je viens d'indiquer. Donc on n'est pas parti d'un projet immobilier, mais on est parti d'un projet d'entreprise, pour être un peu grandiloquent, ou d'un projet managérial. C'est-à-dire comment faire en sorte de construire une entreprise plus rapide et plus efficiente. Et ce faisant, voilà, on redécline. On se dit, pour faire ces équipes projets, il faut que je dote les gens des outils de la mobilité. Qu'est-ce que c'est les outils de la mobilité? C'est passer de... Je parle de sièges, on ne parle pas des populations, donc de travail fonctionnel. Évidemment, les populations dans les call centers, c'est tout à fait autre chose. On parle de gens qui sont dans le fonctionnel, les directions corporate, etc. C'est-à-dire, si je veux qu'ils puissent travailler ensemble, il faut qu'ils puissent bouger, se connecter. Donc on passe de 80% d'ordinateurs fixes en 2 ans à un peu plus de 90%, presque 95% d'ordinateurs portables. Pourquoi? Parce qu'il faut bouger. Quand vous dites qu'il faut des ordinateurs portables, vous enroulez, vous défilez la flotte, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut que l'ordinateur portable puisse se connecter au réseau,
Puis il faut que puisse se connecter à vos données. Puis donc il faut que les données elles soient dématérialisées. Et puis si elles sont dématérialisées, vous n'avez peut-être plus besoin de les garder en papier, etc., etc. Je reviendrai avec quelques exemples. Et puis, il faut aussi pouvoir téléphoner. Alors, bien sûr, le bon vieux Cisco, le bon vieux Alcatel, vous pouvez vous loguer avec votre numéro. Et puis, vous savez, comme moi, que quand on fait les études dans les boîtes, plus personne se logue. C'est censé mesurer les choses, mais on ne mesure rien. Donc, les gens ne se déloguent jamais, on ne sait jamais qui téléphone. Et puis, plus intéressant que ça, j'en reviens à mes jeunes collaborateurs, on a fait des études d'usage des téléphones fixes. Parce que dans les quelques déménagements qu'on avait prévus, on se posait la question d'embarquer. Il faut avoir en tête que le téléphone de base Alcatel ou Cisco, là, pas le compliqué, le base, là, celui dans un siège, ça coûte à peu près 350 €. Donc, quand vous dites que vous mettez 2000 personnes, ça fait tout de suite quelques sous. Vous rajoutez 2 millions d'euros pour faire le substrat de réseau de la téléphonie. Puis vous regardez combien il y a de coups de téléphone entrants et sortants qui passent. Puis vous voyez, il y a des gens, ils ont 10 coups de fil par mois. Bon, moins parfois. Ils n'en émettent aucun. Donc, parce qu'il y a quand même des gens il y a de la voilà, parce qu'il y a des mails, il y a du chat, il y a les téléphones portables, etc. Et donc là, on se dit, bon, on a fait les ordinateurs, faisons les téléphones. Et dans les nouveaux sièges, on ne met plus de téléphone fixe. Alors, on en met dans les salles de réunion pour faire des calls. Et puis, on dote tout le monde de téléphones portables. On y reviendra tout à l'heure sur les difficultés rencontrées. Ça génère des tas de trucs, puisque vous passez d'une population où, par exemple, je prends un immeuble sur lequel je reviendrai, il y avait 2500 personnes. Sur les 2500 personnes, il y en avait 300 qui avaient des téléphones portables. Et on passe à 2500. Or, le téléphone portable, il sert à téléphoner, mais il sert aussi à se poser sur la table. Alors, on me l'a pris, je ne peux pas faire le geste. Mais quand vous arrivez dans une salle de réunion, vous sortez votre iPhone, vous le mettez sur la table, on sait que vous faites partie des 300 qui ont un téléphone portable. Vous n'avez pas besoin d'avoir les galants sur la veste, vous avez posé votre iPhone. Quand n'importe quel collaborateur en CDD ou au niveau le plus bas de l'échelle hiérarchique, il a aussi son téléphone portable, il faut peut-être vous intéresser à ce qu'on vous reconnaisse comme chef parce que vous avez dans la tête à ce que vous racontez plutôt que par le signe que vous démontrez. Ça change beaucoup de choses. Et puis, voilà. Puis on s'est dit qu'à partir du moment où les gens bougent, qu'ils ont les outils de la mobilité informatique, qu'ils ont les outils de la mobilité téléphonique, eux-mêmes, ils nous disent « mais pourquoi je suis obligé de m'asseoir toujours au même endroit ? C'est un truc pervers, là. Je peux m'asseoir n'importe où, je peux travailler un peu n'importe où, anywhere, avec n'importe quel matériel, any device. Et pourquoi vous me forcez à aller toujours au même endroit ? Et j'en viens là à la conjonction top-bottom, c'est deux choses qui se rencontrent. C'est-à-dire, on dit aux gens, il faut être mobile, et les gens disent, oui, ça pose des problèmes, bien sûr, mais en plus, j'ai aucune raison de ne pas être mobile, puisque je peux. Bon, il neige, là, à Paris, hier, des tas de gens ont travaillé chez eux, et l'économie ne s'est pas arrêtée. Ça veut dire qu'on est bien, on ne parle pas de demain, on parle de choses qui existent déjà, donc qui sont dans les têtes. Et puis, alors après, il faut mettre en place le fait que tout ça fonctionne. Alors, moi, je me suis occupé du premier siège qui a été mis dans ce dispositif-là chez BNP Paribas, qui est à Levallois, Catherine visualise bien, où on a installé 2600 collaborateurs, avec donc 2600 téléphones portables, 2200 ordinateurs portables, plus de positions de travail attribuées individuellement. Et on est passé de 450 bureaux individuels attribués à 16, les membres du COMEX du siège. On aurait voulu aller plus loin, mais bon, je déteste les batailles perdues d'avance. Donc 16, c'était bien. Et puis, bon, voilà, on enchaîne aussi des choses assez magiques, comme on est passé pour ces 2600 personnes de 3000 armoires à 600 armoires. On a jeté 320 tonnes de papier, on a numérisé 4,5 millions de pages de documents, parce qu'effectivement, il faut avoir accès à distance. Et cette première expérience, elle est le pilote qui a permis qu'ensuite, ça c'était le siège de CTLM et Cofinoga, BNP Paribas Personal Finance dans le jargon, à Levallois, puis ensuite le siège de la banque de détail, aussi 900 personnes à Levallois, puis la banque d'investissement sur la porte d'Aubervilliers. Et l'objectif, c'est qu'il y ait en 2020, 20 000 personnes en flex-office et télétravail sur la région parisienne dans les sièges de BNP Paribas. Parce qu'à partir du moment où vous donnez les outils de la mobilité interne et que vous dites aux gens tu peux travailler aussi bien au 4e étage qu'au 2e, etc., se pose évidemment tout de suite la question du télétravail. Parce que si je peux travailler n'importe où au bureau, pourquoi je ne peux pas y aller chez moi ?
Et là, on se repose la question tout à fait fondamentale, hein, c'est d'observer qu'est-ce que font les gens, et quand est-ce qu'ils le font, et pourquoi faire. Et on dit, il y a des gens sédentaires, ils ne peuvent pas faire du télétravail, par exemple. Bon, et on s'aperçoit que c'est une idée pas si vraie que ça. Pas si vrai que ça, parce qu'on en revient aux séquences cognitives, aux séquences fonctionnelles de qu'est-ce qu'on fait au travail. Les sociologues du travail, quand ils vous dissèquent une journée, ils vous font selon les uns 10 séquences, 13, 15. Alors, vous parlez dans une réunion, vous préparez la réunion, vous débriefez la réunion, vous écrivez votre truc dans votre coin, vous avez un entretien avec votre N+1, vous avez un entretien d'équipe restreinte, une réunion d'équipe à 10, vous allez au point café, vous bavardez, vous dites du mal de votre patron, toutes choses qui existent. Et vous dépouillez vos mails, etc. Et vous pouvez organiser tout ça par petits morceaux dans la journée, mais vous pouvez aussi l'organiser autrement. Quand on me dit qu'un comptable il ne peut pas faire du télétravail parce qu'il est assigné à résidence sur son poste, ceci n'est vrai que si on continue de penser que sa journée de travail elle doit être organisée de la sorte. Mais si vous dites que le comptable, tous les lundis ou tous les mardis, il est chez lui, et que c'est le mardi qui dépouille ses mails, qui passe ses coups de fil à la direction financière d'un autre pays, etc., ben, il n'a pas besoin d'être au bureau. Il a organisé son temps de travail et ses séquences de manière différente. C'est qu'au lieu qu'il y ait 10 séquences dans la journée, il y a 5 fois 10 séquences qui sont organisées temporellement de manière différente. Et ça, c'est vraiment des choses qui évoluent très très doucement. Il faut quand même en être conscient. Mais l'objectif BNP Paribas, c'est bien que tous les sièges soient organisés en flex office et en télétravail. Et c'est un déploiement qui est en cours de manière... Sans doute ce qu'il y a de plus avancé, c'est tant est que ce soit une avancée, en France, dans un grand groupe sur ces sujets-là, en tout cas. D'accord. Oui, effectivement, on voit la transformation, le changement très important que ça produit. Quels ont été pour vous, dans la conduite de ce changement, les facteurs de succès ? Qu'est-ce qui a fait que, j'imagine, vous avez fait 1, 2, 3 pilotes, là maintenant il y a un objectif clair pour 2020. Quels sont les facteurs clés de succès de cette transformation ? Alors, il y en a plusieurs, hein, et je ne serai sans doute pas exhaustif. Il y en a plusieurs qui sont majeurs. Alors, je ne les hiérarchise pas. Le premier, c'est qu'il faut que l'informatique fonctionne. Parce que tout ça, c'est bien gentil, mais si chaque fois que vous ouvrez votre ordinateur, vous êtes terrorisé à l'idée que vous n'allez pas vous connecter au réseau et que vous n'allez pas avoir accès à vos données, c'est quand même un vrai souci. Pour être complètement honnête, c'était une de nos craintes importantes, parce que BNP Paribas, ce n'est pas Google. Hein. Non, ce n'est pas l'univers geek, bon, mais ça a fonctionné. Ça a d'ailleurs fait faire un pas considérable en digital equipment pour les collaborateurs sur ces sujets-là, parce qu'on ne pouvait pas rater le sujet. Mais ça, il faut y être quand même attentif. On ne peut pas bricoler avec ça. On ne peut pas bricoler, on ne peut pas faire à moitié, on ne peut pas dire on verra, on commence par vous doter de trucs qui ne marchent pas très bien, et puis ça ira. Non, il faut faire avant. Parce qu'en plus, il faut que les gens s'approprient les outils avant. Bon, donc ça nécessite une grande observation et une grande anticipation sur la question digital working et sur les investissements qui vont avec. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'accompagnement. Et c'est sans doute le plus fondamental. Il ne faut pas lésiner là-dessus. Il ne faut pas, j'oserais dire, mégoter là-dessus. C'est un accompagnement long, avant, pendant et après. Et avec une troisième chose, curieusement, Catherine le disait tout à l'heure quand on préparait un peu la réunion, et je l'avais noté, il y a une anthropologue qui s'appelle Margaret Mead qui n'a pas étudié les environnements de travail, mais plutôt des populations dites primitives, on ne dit plus comme ça à notre époque, mais à la sienne, oui, en disant il ne faut pas confondre 3 niveaux, ce que les gens font, ce que les gens disent, et ce qu'ils disent qu'ils font. Et dans les environnements de travail, c'est pareil. Donc il faut beaucoup écouter les gens. On ne les écoute jamais assez. Mais les écouter, ça ne suffit pas. Il faut aussi regarder ce qu'ils font. Et là, vous voyez des gens qui sont tout à fait sincères, je reviens à mes comptables, qui vont vous dire qu'ils ne peuvent pas bouger parce qu'ils sont toujours là. Mais en réalité, c'est faux.
Parce que le comptable, comme n'importe qui, il a ses réunions du lundi matin, il a la réunion avec son patron, il a des entretiens d'évaluation, il a des conf calls, il a des machins, il a des vacances, etc. Et finalement, oui, il est un petit peu plus présent à sa position de travail que celui qui vous dit tout l'inverse, direction internationale chez BNP Paribas. On s'en fout, aménageants libéraux, comme vous voulez, on n'est jamais là. Nous, on passe notre vie dans l'avion, de toute façon, on va divorcer, on n'est jamais à Paris. Puis vous allez, ils sont 40% du temps là. Parce que quand même, leur voyage, ils les préparent, ça arrive. Enfin, parfois, ils font des business plans, ça arrive. Parfois, ils préparent la présentation qu'ils vont faire aux clients, ça arrive. Et donc, ils ont l'impression d'être jamais là, mais ce n'est pas vrai. Et ils sont sincères, pourtant. Donc, il faut... Voilà. Et puis, il faut accompagner les populations les plus rétives au changement, qui ne sont pas forcément faciles à identifier, parce que là aussi, il y a des préjugés sur la génération, etc. Mais ce n'est pas forcément véridique. Il faut identifier dans l'entreprise, et ça varie selon les entreprises très clairement, suivant les habitudes, les modes de fonctionnement, les promesses qui ont été faites à l'embauche, le type de statut, le type de rémunération. Évidemment, plus le statut est important, comme c'est souvent le cas dans les grosses boîtes françaises, plus ces sujets sont importants. Moi, j'ai beaucoup aussi visité des entreprises aux États-Unis. Il y en a qui sont très statuts, souvent on ne pense pas, mais bureau d'angle étage élevé, ça existe beaucoup aux États-Unis. Et puis il y en a qui vous disent, non, moi, je n'ai pas de bureau, mais enfin, tu voyais le nombre de dollars que j'ai à la fin du mois, j'en ai pas besoin du bureau. Donc, et en France, comme on n'est pas trop dans la compensation salariale, on est dans un mix de tout ça, c'est un peu compliqué. En tout cas, informatique, écoute et regard, et puis accompagnement avant, pendant, après. Ça, c'est les 3 clés fondamentales du succès. D'accord. En fait, là, on voit comment BNP a basculé d'une situation à une autre. Ma question, elle est sur justement la poursuite de cette transformation. Est-ce qu'à un moment, il y a un modèle qui est celui-là, et est-ce qu'il est susceptible de bouger et de continuer à bouger ou pas, ou par rapport à ce point-là Moi, je dirais que le modèle, c'est qu'il n'y a pas de modèle. D'accord. Et une des craintes que beaucoup de gens ont quand les entreprises abordent ces sujets d'évolution des environnements de travail, c'est qu'un dogmatisme se substitue à un autre. C'est-à-dire or, les choses sont fluctuantes en fonction des comportements. C'est pour ça c'est moins confortable de dire que les choses sont grises, quoi qu'il y ait de nombreuses nuances de gris, on a appris récemment, que blanche ou noire, mais c'est quand même la vérité. Bon. On va avoir des gens qui vont avoir des besoins très différenciés de collaboration. On a des gens qui sont des personnes, des individus, des personnes, je préfère dire, et qui ont des besoins différents en termes de communication, en termes de réassurance. Il y a des gens qui sont dans l'automotivation très facile, et il y a des gens qui ont besoin d'être challengés pour avancer. Il y a des gens qui, dans le télétravail, vont être absolument surperformants, parce que chez eux, ils travaillent à une vitesse exponentielle par rapport à ce qu'ils font au bureau, parce qu'ils ont l'impression au bureau d'être dérangés tout le temps par les autres. Puis il y a des gens qui, chez eux, sont en sous-performance, ça s'observe, parce qu'ils ont besoin des autres pour être stimulés. Et que chez eux, ils sont lents, parce qu'ils ont du mal à se mettre au travail. Bon, ce n'est pas une critique, il ne faut pas dire il faut être comme ci, il faut être comme ça. Non, il faut prendre en compte que les personnes sont différentes et que donc elles vont avoir des comportements différents et qu'il ne faut surtout pas aller dans des trucs, c'est obligatoire d'eux. Il faut fournir des environnements, des matériels, des accompagnements, des modes d'organisation qui permettent à chaque talent de s'exprimer au mieux. Bon, et je pense que voilà, ça c'est l'enjeu aussi, parler de l'optimisme managérial. Voilà, on est dans quelque chose de nouveau où le management, c'est d'avoir les yeux qui pétillent en regardant les comportements différents des uns ou des autres et de se servir des sensibilités et des comportements différenciés des uns ou des autres pour les utiliser au mieux dans l'explosion de la performance. Voilà, plutôt que de dire aux gens, toi, maintenant c'est 2 jours de télétravail, c'est obligatoire, tu comprends, on ne va pas payer des mètres carrés pour rien. Alors, voilà, c'est pas forcément obligatoire. En plus, on va avoir des choses qui vont beaucoup varier. Moi, je pense on a quand même la question de la composition des entreprises, parce qu'on ne peut pas
ne pas intégrer ça à la réflexion. C'est qu'une entreprise qui se projette comme dans l'avenir, dans les 5 à 10 ans qui viennent, comme étant monosite, composé à une immense majorité de CDI, salariés de l'entreprise sur le long terme, ne va pas se positionner de la même manière qu'une entreprise qui se positionne dans les 10 ans comme multisite en France et ou à l'étranger, avec des parties importantes de sous-traitance, interne ou externe, je pense à l'informatique, à la comptabilité, parfois au légal dans certains pays, etc. Bon, et du télétravail, etc. Bon, voilà. Si vous dites que votre société dans 10 ans, elle est composée de 40% de CDI qui vont faire 2 jours de télétravail, plus 1 jour en déplacement, soit dans un espace de coworking, soit dans un autre établissement de l'entreprise, et qui donc ne seront plus que 2 jours par semaine à ce qu'on appelait auparavant le bureau, et bien forcément, le mode de fonctionnement de l'entreprise, il sera différent de ce qui existe aujourd'hui. Et là, on en revient, et ça boucle, parce que c'est ça le clé, c'est quel management, quelle confiance, qu'est-ce qu'on attend des gens. Et les gens qui vont être 2 jours chez eux et un 3e jour ailleurs, vous n'allez pas les juger, les apprécier sur leur capacité de s'intégrer dans le groupe, sur leur sociabilité, sur le fait qu'ils bossent, qu'ils arrivent le matin à 8h, qu'ils partent à 20h le soir, sans trop vous intéresser s'ils restent 2 heures à table et s'ils papotent à la cafétéria toute la journée. Vous allez leur dire voilà ce que j'attends de toi comme livrable, dans quel délai. Vous allez discuter ensemble des moyens. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est pas aberrant? Est-ce qu'elle a les moyens de livrer ça dans les délais? Et puis, voilà, si vous lui avez dit c'est vendredi et que je vais être un peu provocateur et qu'il a fini jeudi après-midi et que le jeudi après-midi il va au cinéma, c'est son problème. Bon. Très bien, merci. J'ai un point, en fait, vous disiez que l'objectif de BNP était vraiment de travailler plus vite. Est-ce qu'ils ont mesuré justement les effets sur les premiers sites de cette capacité à peut-être adresser des projets plus rapidement Alors, si on veut être honnête sur ces sujets-là, c'est très difficile à mesurer. Parce que pour avoir une mesure scientifique de ça, il faudrait avoir un échantillon témoin. Bon, et encore un échantillon témoin composé des mêmes personnes. Bon, ce qui est là commence à être un peu compliqué. Bon, ce qu'on peut mesurer, c'est déjà qu'il n'y a pas de négatif. Quand on nous annonce qu'il y a des burn-out, qu'il y a de l'absentéisme, qu'il va y avoir une baisse de la productivité liée au manque d'adhésion ou des troubles de je ne sais plus où je travaille, pour qui, etc. En tout cas, on ne constate rien de tout ça. On constate par ailleurs une accélération d'un certain nombre de livrables qui est réel. Maintenant, très honnêtement, que ce soit quelle est la part de l'outil, quelle est la part de l'organisation, quelle est la part du management, quelle est la part de l'environnement de travail. Bon, je pense que là, on rentrerait dans la langue de bois pour vous dire oui, c'est formidable, c'est comme ça. En tout cas, les causes négatives, on n'en voit pas. Et puis, ce qu'on constate en qualitatif, parce qu'il y a eu des sondages qui ont été faits auprès des collaborateurs très régulièrement sur ces sujets, c'est que le fonctionnement en mode projet, c'est-à-dire le fonctionnement hors organigramme vertical plus en horizontal, est perçu de plus en plus comme quelque chose qui va de soi. En tout cas, par les collaborateurs, pour les managers, je pense que la couche managériale, c'est vraiment la couche à laquelle il faut attacher le plus d'importance, parce que c'est la couche qui perd ses repères. Quand on dit à un manager, qu'il soit juriste, un informaticien, un marketeur ou je ne sais pas quoi, qu'on va lui prendre 2 collaborateurs pendant 6 mois pour le mettre dans un groupe projet et que le chef du groupe projet sera quelqu'un qui n'est ni informaticien, ni juriste, ni rien, etc., et qui rendra compte à cette personne-là, le manager d'origine est troublé. Et le manager de destination, parfois aussi. Non, bon, parce qu'on me le prête 6 mois, est-ce que c'est moi qui vais l'apprécier? Et puis des choses aussi banales que qui va lui faire son entretien d'évaluation de fin d'année, vu qu'il a bossé 6 mois chez moi, etc. L'autre, celui d'origine, il ne sait pas ce que l'autre a fait. Celui de destination, il ne connaît pas forcément les compétences requises dans le poste d'origine. Tout ça est un peu compliqué quand même. Et c'est pour ça que je parle d'accompagnement, accompagnement. Il faut que tout ça soit bien géré. Néanmoins, ce qu'on constate dans les équipes projet, c'est que ça marche comme ça. Enfin, vous êtes dans l'assurance, BNP Paribas, c'est dans la banque. On n'est pas dans le tangible, on est dans l'intangible. Quand on crée un nouveau produit, on appelle ça produit par communauté de langage, mais c'est un produit dans nos univers,
c'est des octets. C'est des octets et des gens qui les vendent. Bon, c'est-à-dire, donc, un produit, c'est de l'informatique, c'est de la comptabilité, c'est du risk management, c'est la direction du réseau, c'est du marketing bon, et du pricing. Donc, c'est des gens qui viennent déjà, je ne sais pas combien j'en ai cité, de 5 ou 6 univers différents. Ce n'est pas du tout la recherche ou le développement, le marketing dans les univers banque assurance qui créent des produits. C'est tous ces gens-là. Donc, on crée un produit, puis hop, toute cette petite équipe se redisperse quand le produit est lancé. Donc, et c'est normal que ça fonctionne comme ça. À nouveau, on n'est plus à une période où on peut dire le marketing invente un produit en chambre, et puis quand ils ont fini de réaliser ce produit virtuel, ils vont trouver le risk management qui va leur dire « Ah mais non, ça c'est interdit par Bruxelles. Ah bon, on a travaillé 6 mois pour rien. » Ça n'existe plus, ça. Donc il faut l'admettre, c'est comme ça. Merci beaucoup parce que c'était vraiment passionnant de partager en fait cette expérience de BNP. Ce que je vous propose en fait, c'est qu'on passe aux questions qui ont été nombreuses. Alors pour certaines, on y a déjà répondu pendant le fil de la conférence. Il y a une question peut-être qui est aussi qu'on n'a pas forcément abordée, c'est les interrogations portent sur finalement si demain j'arrive dans mon environnement de travail, je vais prendre une place, un espace, un endroit, puis changer dans la journée, je perds ce lien social avec mes collègues ou en tout cas comment on arrive à conserver un lien social dans une organisation qui est un peu moins statique et structurée comme celle qu'on peut connaître plus traditionnellement aujourd'hui. C'est des questions qu'on soulève souvent, qui sont souvent posées, parce que c'est probablement la première chose à laquelle on pense. Mais finalement, là, c'est pareil. Il faut se rappeler qu'aujourd'hui, même en tant que citoyen, qu'homme et de femme, on envoie ses enfants faire leurs études à l'étranger. On a nous-mêmes un parcours international. C'est mon cas. J'ai passé la moitié de ma vie professionnelle à l'étranger. Je me suis jamais coupée de ma famille. Je me suis jamais coupée de mes amis. Et la technologie nous permet aujourd'hui, et ça c'est démontré par tout un tas de recherches en sociologie, mais aussi en sociologie digitale finalement, on est parfois beaucoup plus proche avec les réseaux sociaux, avec toutes les formes d'échanges et de messages qu'on a aujourd'hui, de gens qui sont à l'autre bout de la planète que de son voisin sur son open space, dans son espace de travail. Donc il faut démystifier cet aspect-là. En revanche, il est clair, et Dominique en a bien parlé, ça fait quand même une vingtaine d'années que ces sujets de travail distribué, de travail à distance, de management aussi distribué sont regardés. Il y a 20 ans, on n'était pas très équipés, ni en recul par rapport aux pratiques managériales et ni par rapport à la technologie. Mais aujourd'hui, il y a plein de manuels, plein de bonnes pratiques, de bonnes recettes. Et un manager qui a des équipes à distance ou quelqu'un qui est dans un télétravail qui soit formel ou gris, parce qu'il y en a effectivement beaucoup, il y a des règles de vie assez simples à mettre en place. C'est Microsoft qui les a pas mal documentées au début des années 90, quand ils ont massivement déployé le télétravail sur leur site pour incarner la mobilité à travers leur système, leur solution. Ils expliquaient que quand on n'est pas sur son lieu de travail pendant 2-3 jours, les 2-3 jours où on y est, parce que c'est jamais beaucoup plus que 2-3 jours de télétravail, il faut se rassurer aussi, ces 2-3 jours-là, on est présent pour les autres. C'est pas là qu'on va se mettre dans une bulle pour faire ses mails. Effectivement, il vaut mieux utiliser son domicile et avoir des plages horaires qu'on maîtrise mieux quand on est chez soi que sur son lieu de travail. Donc Microsoft a édicté ces petites règles de vie, programmer plutôt ses réunions d'équipe, aller naviguer dans le campus, aller à la rencontre des gens, se ménager des plages de temps non planifiées d'ailleurs, pour que les gens continuent d'avoir ce rapport informel. Ce qui manque le plus, c'est ça. La tasse de café ou de thé informelle comme ça, elle est difficile à rendre réelle en digital. Mais finalement, moi aussi, je travaille avec des équipes qui sont en Asie et aux États-Unis. Chaque fois qu'on a une réunion d'équipe ou chaque fois que maintenant on peut alors j'allais dire se pinguer, mais on voit que la lumière est verte sur le réseau interne de l'entreprise. Donc on dit tiens, c'est le bon moment, je vais l'appeler. Parce que de la même manière qu'on la réalité c'est 3 niveaux, je dois savoir gérer moi-même ma communication, c'est-à-dire que je dis des choses par téléphone, je continue quand même d'utiliser le téléphone. Il y a des choses qu'on peut dire en Skype ou en FaceTime. Je continue d'écrire aussi, donc on doit
avoir une maîtrise de ces outils de communication. C'est beaucoup plus riche aujourd'hui. Et donc, j'ai 3 ou 4 moyens à ma disposition. Il y a l'urgence qui est, voilà, on s'appelle sur le chat interne. Donc, aujourd'hui, le lien social, il ne disparaît pas. Il disparaît vraiment que quand on n'y est pas attentif. Et on a au contraire beaucoup plus de moyens. D'ailleurs, aujourd'hui, ce qu'on ne comprend pas et ce qu'on voit dans ces grandes organisations, c'est quand on est ami sur Facebook ou dans l'intranet ou sur LinkedIn avec son CEO et que par contre, on ne le voit jamais dans le bâtiment ou on n'a pas accès à son étage. Là, il y a une dichotomie et un paradoxe qui est difficile à réconcilier. De la même manière que quand on ne peut pas manger avec lui ou qu'il n'est pas visible au moment des rituels sociaux qui sont tellement importants, de partage de café, de restauration et autres, bah là aussi, il y a on reste dans le plafond de verre qui n'est plus de mise du tout aujourd'hui. En fait, ce que vous nous dites, c'est que ça nous renvoie à notre responsabilité d'organiser notre travail en fonction des espaces dans lesquels on est pour justement cultiver ce lien social, pour être aussi en contact avec les autres. Bien sûr, on a chacun cette capacité, et je voulais en parler tout à l'heure. Un élément de motivation énorme, c'est de donner aux gens du choix et du contrôle. Quand on réfléchit sur les théories de la motivation en sociologie ou en organisation du travail, si on m'impose tout, si on me dit c'est comme ça, ton métier c'est comme ça, d'ailleurs tu as une job description qui est très détaillée, tu dois t'en tenir à ça, mais je ne vais pas rester assez rapidement, ni il y a 20 ans, ni aujourd'hui. Parce que même si effectivement on a des ressorts de motivation qui sont très différents, je crois que tout le monde a envie, et dans nos cultures latines c'est vraiment le cas. Autant il y a des cultures très disciplinées, l'Asie, les États-Unis aussi, ils ont des procédures, ils les appliquent. Mais alors autant nous, on est les rois il y a des règles, je ne les applique jamais. Donc c'est un levier de motivation de dire aux gens, voilà, dans ton métier, parce que tu travailles sur ce projet, parce que ton objectif final, il est temps, justement, tu vas pouvoir t'organiser avec tes outils, des espaces, des ressources, des points réguliers d'avancement. Donc l'entretien annuel, j'espère il y a plein d'entretiens intermédiaires pour pouvoir vérifier l'avancement, corriger. Parce que dans tout ce qu'on fait, il faut expérimenter. Je voulais rebondir sur ce que Dominique disait aujourd'hui. Personne n'a la recette magique. Donc ce projet, il a démarré avec 2500 personnes. S'il est déployé ailleurs, ça veut dire qu'on va adapter en permanence. Et effectivement, il n'y a pas de modèle, mais il y a des fondements, il y a des piliers, des guidelines, on va dire en anglais. Et ensuite, sur chaque site, il va falloir le déployer. C'est plus facile dans les cultures nordiques, par exemple, que dans nos cultures, où à nouveau, on est un peu plus traditionnel sur les pratiques, on aime moins le changement, c'est sur tous les registres possibles. Donc, voilà. Une question peut-être pour Dominique, une question qui nous est posée, justement, vous parliez de règles, Catherine, c'est finalement dans ces nouveaux environnements, il y a peut-être un minimum de règles de fonctionnement, et finalement, quelles étaient les règles chez BNP dans cette transformation? Y en avait-il déjà, et puis de quelle nature? Il y a différents niveaux de règles. Je pense qu'il y a des règles qui doivent être des directives imposées, même après concertation, après, etc. Mais il y a un moment, il faut dire c'est comme ça. Et puis il y a des règles de vie qui doivent être plus locales et plus partagées. Alors les règles imposées, ça va être qu'on ne squatte pas des bureaux, qu'on ne transforme pas les salles de réunion en bureaux individuels, quand on libère un espace, on le laisse utilisable par quelqu'un d'autre, qu'on ne passe pas une conf call dans un environnement ouvert, que la visio au poste de travail, on va aussi se mettre dans un box, etc. Bon, ça, je crois qu'il faut beaucoup en parler, beaucoup préparer, mais il faut dire c'est comme ça, puis avec des gens, que ce soit après, suivant les habitudes de fonctionnement, ça va être la ligne hiérarchique, ça va être des gens spécifiquement dédiés à ça, qui sont portés ambassadeurs du projet, nous on a un peu fait ça, bon, qui vont le porter. Ça, c'est ce qui permet une communauté de vie dans un grand ensemble. Puis après, il y a des choses qui sont plus impalpables, qu'il faut savoir laisser vivre dans des environnements plus restreints. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'analogie avec la porte ouverte, la porte fermée. Quand vous dites qu'il y a 450 personnes qui ont perdu leur bureau individuel fermé, sont 400 personnes qui avaient des habitudes de fonctionnement avec ce petit espace. Et notamment, il y a l'idée de la porte ouverte, la porte fermée. Quand ma porte est ouverte, ça veut dire que tu peux entrer. Quand elle est fermée, ça veut dire que je ne peux pas être dérangé. Et on enlève le bureau individuel, on met les gens dans des environnements ouverts.
Et il faut trouver l'analogie avec la porte ouverte, la porte fermée, la lumière verte ou la lumière rouge. C'est-à-dire, quand est-ce que... Parce que si tous les gens qui passent à côté de moi me disent « Tiens, j'ai un truc à te dire, au fait, je ne peux plus bosser. » quoi. Donc, il faut trouver l'équivalent, mais je pense que ça peut se faire que dans le partage et dans l'échange sur la table. Comment on fait quoi. Voilà, ça c'est un bon exemple. Et puis, il faut aussi trouver le bon arbitrage ou mettre le curseur dans les environnements partagés, c'est-à-dire, moi j'appartiens à la direction des opérations, mais pendant 2 mois, je vais me mettre à la direction du marketing, etc. Alors, le bon arbitrage, c'est de trouver des environnements où tout le monde se sente bien, et donc relativement neutre, et en même temps, on sait bien qu'il y a ce... Alors je vais dire vite, pride of belonging, ce sentiment d'appartenance. Sentiment d'appartenance peut exister. Alors, il faut trouver des espaces, des murs, des territoires d'expression où chacun puisse fêter les événements, privés ou professionnels, les succès et les machins. Puis il ne faut pas que ça se transforme à t'as vu, ici, c'est la direction juridique. Non, mais tu sais lire, c'est le juridique. Tu es juriste, toi, et étranger, passe ton chemin. Parce que là, effectivement, il n'y aura plus personne qui viendra. Et ça je pense que ça se met à la base. Si vous imposez un truc comme ça, du sommet, ça ne fonctionnera pas. Donc, je pense qu'il y a vraiment ces 2 niveaux. Il y a des niveaux de règles communes qui sont du vivre ensemble, du civisme, de ne pas déranger les autres, etc. Et puis, il y a des choses locales. Voilà, la porte ouverte, porte fermée, s'approprier l'espace. Il faut vivre au travail. Oui, ça fonctionne plutôt bien. Bon, en sachant que... J'ai un petit exemple. Quand on a des... Alors à nouveau, je ne suis pas dans les call centers, mais quand on a des espaces ouverts, avant de rentrer dedans, notamment les gens qui viennent de bureaux individuels fermés, ou de bureaux à 2 ou 3 fermés, ils disent « Oh là là, il va y avoir un bruit là-dedans ». Et en réalité, c'est l'inverse qui se passe. Ce qu'on nous, on constate, c'est qu'il y a... il y a toujours l'abruti qui braille. C'est plutôt l'exception. Oui. Et il y a plutôt une espèce de modération qui se met en place, au point où parfois on se dit que c'est trop aseptisé, que ce n'est pas assez vivant. Donc c'est assez intéressant d'observer ça. C'est pour ça que c'est de l'expérimentation. Et il y a plein de choses qu'il faut modifier et corriger et améliorer au fur et à mesure. Et on n'a jamais fini. Moi, c'est ce qui me passionne depuis 20 ans, c'est que non seulement il y a une accélération de ces mutations, mais comme on veut créer de l'expérientiel, on a parlé beaucoup des émotions, du fonctionnement fonctionnel, il faut proposer différentes postures de travail, différents environnements. J'ai parlé de la lumière, mais c'est extrêmement important la lumière, parce que effectivement, au-delà des couleurs vertes ou rouges pour signifier qu'un espace est occupé ou est plus ou moins calme, on envoie d'autres signaux avec la lumière. Des lumières chaudes, des lumières froides, des lumières statiques. Voilà. Alors, des questions, mais finalement très pragmatiques. Quand je travaille dans un environnement en flex office, est-ce que je dois venir plus tôt pour être sûr d'avoir un bureau? En fait, je pense qu'il y a un grand fantasme autour de « mais si je n'ai pas mon bureau, est-ce que j'aurai une place ?» Alors, c'est la question qu'on rencontre absolument partout. Voilà. Absolument partout, c'est le fantasme. Si je n'arrive pas à 7h30, je n'aurai pas de place. Alors, ça part d'une mauvaise analyse de ce qui existe déjà, de la situation antérieure. Quand on observe ce qui se passe dans les environnements de travail, dans le tertiaire, en région parisienne, toutes les études concordent, et nous on en a fait comme toutes les autres entreprises qui se lancent là-dedans en font, une position de travail, c'est-à-dire une personne assise à une place déterminée, à un moment donné du temps, c'est entre 50 et 65% de taux d'occupation réel. C'est-à-dire qu'à un moment donné du temps, c'est entre la moitié et 40% des positions de travail qui sont inoccupées. Et tout d'un coup, ça ne disparaît pas parce qu'il y a du flex office. C'est-à-dire, alors pourquoi c'est comme ça? Et c'est comme ça, y compris dans les populations sédentaires. Ce n'est pas parce qu'il y a une épidémie de typhus et que personne n'est là. C'est parce que les gens, majoritairement, ils sont en réunion, dans des salles de réunion. Ils sont dans l'immeuble, mais ailleurs. Puis il y en a qui sont en congé. Je connais votre convention collective. Il y en a qui sont RTT, il y en a qui sont en maladie, il y en a qui sont en déplacement, il y en a qui sont chez le client, etc. Donc tout ça donne, avec assez peu de différence d'ailleurs, suivant les entités, autour de 60% d'occupation réelle des positions de travail. Chez BNP Paribas, on avait beaucoup moins. On avait 45% mesurés sur 3 semaines d'affilée, 4 fois par jour, en moyenne 45% des positions de travail occupées
auquel il fallait rajouter une vingtaine de pourcents de positions de travail sur lesquelles il y avait des bricoles. On avait 10 signes de présence, sac à main, un ordinateur, des paperasses, etc. Mais personne assis à la table. Donc ça existe. Et après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on bouge dans la journée. Donc vous arrivez le matin, vous avez envie de vous asseoir près de la fenêtre. Moi, j'aime pas être près de la fenêtre, donc il y a des gens qui vont se positionner. Si vous vous mettez toujours au même endroit, ça gêne personne. La question, c'est que sans doute, dans une demi-heure, vous allez vous poser là, puis dans une demi-heure, vous allez partir. La différence de la mise en place de l'environnement dynamique, le FlexOffice, et des outils qui vont avec, tablette, téléphone portable, etc., c'est que quand vous avez une réunion à 9h30 au 2e étage, vous n'êtes pas obligé d'aller avant vous asseoir à ce qu'on appelle votre place au 6e étage, juste pour 20 minutes, et puis descendre après. Vous allez aller au 2e étage, vous mettre dans un endroit partagé, cafétéria ou autre, pas très loin de la salle de réunion, et puis vous allez faire votre truc là, plutôt que d'aller prendre une position à un étage différent juste pour 20 minutes. Donc, ce n'est pas du dogmatisme, c'est quelque chose qui va sembler du bon sens. Si j'arrive et que j'ai juste une demi-heure avant la réunion, je vais m'installer à côté de la salle, puis je vais bosser là. Au bout de 2 mois, ça ne me viendra même plus à l'idée de faire autrement. Peut-être les premiers jours, oui. C'est ça qui se passe, en vrai. Et donc, finalement, on a tous notre place. Et puis, voilà. Et puis, je vais prendre un autre exemple chiffré, parce que ça marque souvent. Je parle de ce fameux immeuble, mais maintenant, c'était le premier qu'on avait fait chez BNP à Levallois, à 2600 personnes. Le jour, pendant la première année, maintenant on en est à plus que ça, c'était en juillet 2016 l'ouverture, au bout d'un an, le jour où il y a eu le plus de collaborateurs dans l'immeuble, il y en a eu 2250. D'accord. Écoutez, merci, c'était formidable et passionnant. On aurait aimé prolonger encore l'échange, mais on arrive au terme de notre conférence. Un grand merci Catherine, un grand merci Dominique. Merci de nous avoir invités, merci. Et écoutez, je vous donne rendez-vous pour Open Campus numéro 3 fin mars. Donc merci à tous, à bientôt.